Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très très heureux d'être ici. L'année dernière, je me rappelle avoir fait un enregistrement de l'atelier et de la conférence dans une pièce difficilement équipée avec des projos à la maison. Et puis sans aucun retour. Alors comme je sais que le public est très hétérogène en termes d'attente, en termes de fonction, c'est aussi extrêmement important qu'on puisse être ensemble et qu'on puisse avoir une interaction maximale. Alors par rapport à l'année dernière, il doit y avoir des personnes parmi vous qui ont dû suivre mes deux présentations l'année dernière. Je les ai un petit peu modifiées, mais pas profondément. Donc j'espère que vous n'êtes pas la majorité à avoir suivi l'année dernière, je n'ai pas regardé. Mais sinon, justement, je pense qu'il faut que ce soit l'occasion pour que cette année, on soit réellement interactif. Alors, c'est un thème sur lequel, ce dont je vais vous parler, je pourrais vous en parler pendant plusieurs heures. Je suis un petit peu habitué à ça, donc la difficulté, c'est plutôt de me restreindre et de me couper. Et donc là aussi, bon voilà, donc il ne faut pas que vous, vraiment que vous n'hésitiez pas je sais pas, lever la main, à faire des signes, comme un petit peu ce que vous voulez, et puis pour qu'on puisse éventuellement discuter. Je sais qu'il y a des gens parmi vous, notamment, qui ont des idées de création de nouveaux outils, d'autres qui veulent expérimenter des solutions déjà existantes, d'autres qui se posent la question de savoir si on peut se servir d'outils clés en main ou est-ce qu'il faut nécessairement mettre les mains dans le cambouis, etc. etc. Donc ce sont des problématiques très très diverses. Moi, l'objectif de cette présentation, enfin, il est double. D'une part, c'est de faire un tour effectivement de l'offre logicielle, mais en termes d'outils clés en main, à regarder un petit peu ce qui se fait dans les offres, disons, industrielles, hein. Et puis, de l'autre côté, ce qui se fait dans les labos de recherche, aussi bien du point de vue des plateformes que en fait, des outils intermédiaires qui doivent être assemblés pour constituer une chaîne de fouille de texte. Et puis, l'objectif, c'est aussi de faire passer en fait, des messages sur la nature des méthodes qui sont employés par ces outils, notamment dans un contexte où on nous parle en permanence dans les médias du rôle de l'intelligence artificielle. Et donc il y a aussi un objectif dans cette présentation, c'est de faire passer des idées sur, ou d'expliquer, disons, un petit peu les prémices, les hypothèses de ces modèles-là et en fait, quels sont les enjeux au-delà. Expliquer cela, ça permet aussi de les prendre en main et un petit peu de démystifier, et puis d'être capable de se dire, finalement, au-delà de ce qui existe, c'est à moi maintenant de prendre les outils et de voir ce que je peux en faire de manière intéressante. Voilà, donc c'est à la fois de vous présenter l'existant et puis en même temps de vous inciter dans vos différents métiers et activités à vous-même à ne pas hésiter à expérimenter des outils qui peuvent paraître peut-être un petit peu intimidants au premier abord. Juste pour me présenter, donc, très brièvement, donc, je suis professeur en informatique. Mes thèmes de recherche sont autour de ce qu'on appelle le traitement automatique des langues et de la recherche d'informations via des approches numériques. Hein. Donc ça vous situe un petit peu. Donc en gros, c'est l'application de l'IA actuelle aux problématiques de fouille de texte. Et je suis par ailleurs chargé de mission donc, à l'Institut des sciences de l'information et de l'interaction, l'INS2I, au CNRS. Alors, bon, là, il y a beaucoup de diapos que je vais vous présenter pour être peut-être dites différemment. Pour moi, la fouille de texte, c'est vraiment une thématique qui va croiser plusieurs domaines qui vont être plus ou moins associés à l'informatique naturellement, mais aussi aux mathématiques, à la linguistique. Et donc c'est ce qu'on pourrait résumer en disant d'un côté on a le data mining, donc la fouille de données en général, mais ici on a des données particulières qui sont des données texte. Et donc une des questions qu'on peut se poser, c'est finalement qu'est-ce qu'il y a de spécifique au texte pour qu'on le considère différemment de l'analyse de données et de la fouille de données en général. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a de différent au texte ? Et puis essayez de commencer à envisager, est-ce que le texte est une donnée qui est réellement différente des données qu'on peut avoir via des capteurs, par exemple, hein, lorsqu'on fait des relevés physiques.
Donc d'un côté data mining, de l'autre côté traitement automatique des langues. Donc justement, c'est le fait qu'on va travailler sur des textes qui véhiculent de la langue naturelle, des langues humaines. Et puis, il y a également tout un aspect très très important à la fouille de texte qui vient de la recherche et de l'extraction d'informations. Et donc, à la fois des applications, mais aussi des définitions même des objets d'étude, puisque lorsqu'on fait de la recherche d'informations, on a de fait un besoin en information de la part de l'utilisateur. Donc on n'a pas seulement des textes, on a aussi des besoins. Besoins qu'on va régulièrement exprimer sous la forme de requêtes, donc sous la forme de texte aussi. Hein. Mais lorsqu'on exprime une requête, on ne peut pas exprimer l'intégralité de ce qu'on recherche. Donc l'intention du pourquoi de la recherche par l'utilisateur est quelque chose qui est difficile à exprimer. Et lorsqu'on veut faire de la fouille de texte efficace, évidemment, la fouille de texte, elle dépend d'un usage, elle dépend d'une application, elle dépend des utilisateurs. Et donc, il est très intéressant de regarder ce qui se fait dans ces systèmes-là. Voilà. Donc, c'est un trio un petit peu qu'on va manipuler. J'aime bien présenter le processus de fouille de texte, comme on le fait souvent aussi par ailleurs pour l'analyse de données, de manière un petit peu séquentielle, alors sachant que ça a ses limites, et c'est pour ça que vous voyez des flèches en pointillé, puis ça tourne un petit peu en rond. Parce que dans généralement plusieurs grandes étapes. Alors ça a été présenté tout à l'heure par mes collègues sur finalement la constitution d'un corpus, c'est ce que vous avez sur le premier bloc. Hein. Bien sûr, on a une définition d'un problème, on veut faire de la fouille de texte dans un but bien particulier et on va cibler les objets sur lesquels on va travailler. Donc ça, c'est de la récolte de données, de la récolte de corpus. Hein. Et on va généralement employer pour cela un outil, un moteur de recherche d'informations. Notez que quand on parle de recherche d'informations, on parle généralement de recherche documentaire et pas de recherche d'informations au sens des recherches d'informations précises. Là, il y a un petit hiatus terminologique. Hein. Quand on parle de recherche d'informations en général, on pense à recherche documentaire. Pensez-y, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est la toute première étape. La deuxième, qui est très importante. Si vous avez de l'expérience dans la mise en place d'une chaîne de traitement pour faire de la fouille de texte, vous savez que la mise en forme des corpus et tous les pré-traitements sont une étape à la fois complexe, extrêmement chronophage et parfois tellement difficile à réaliser que finalement on n'arrive pas au bout de ce qu'on souhaiterait. En tout cas, partir sur l'idée que si vous allez vous consacrer sur 100% du temps consacré à un projet, vous allez bien passer 30% généralement à mettre en forme le corpus. C'est vraiment quelque chose de très 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 difficile et qui peut l'être encore plus si jamais vous avez des documents en entrée qui sont des documents dans des formats un petit peu exotiques. Alors, ce que j'inclus également dans la mise en forme, c'est tout ce qu'on va qualifier d'enrichissement, donc c'est-à-dire des processus qui vont rajouter des informations sur les documents, donc ça peut être des métadonnées, mais ça peut également être des enrichissements qui vont aider les traitements automatiques ultérieurs. Par exemple, identifier quels sont les noms propres dans un texte, ça peut aider les systèmes de classification. Ça, c'est de l'enrichissement un petit peu, j'allais dire, un petit peu classique, mais vous avez des enrichissements qui peuvent être plus complexes, qui vont par exemple identifier dans des phrases quels sont les sujets, les verbes, les actions, etc., les relations entre les constituants des phrases, ou qui vont mettre en relation des documents entre eux, parce qu'il y a une continuité entre les documents. Voilà, donc l'enrichissement, ça peut être quelque chose aussi d'extrêmement compliqué. Pour faire ça, on utilise des ressources linguistiques, et donc c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. Hein, voilà. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va passer réellement au processus lui-même. Et donc, bon, les verbes, ça pourrait être faire de la classification automatique de documents, faire du résumé automatique, de la synthèse de documents, répondre réellement à des questions précises, et donc faire réellement de la recherche d'informations précises, c'est ce qu'on appelle du question-réponse. Hein. Voilà, donc c'est faire un ensemble de tâches, d'accomplir un ensemble de tâches sur les données dont on dispose en entrée. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est essentiellement au niveau des modèles, les modèles qui servent à faire de la classification notamment, et l'objectif de l'atelier, ce sera également un atelier donc demain sur de la classification automatique. Une parenthèse, songez que beaucoup de tâches peuvent être en fait vues comme des tâches de classification. Lorsque vous faites une recherche documentaire,
On pose une requête, on doit trouver des documents qui sont pertinents. Cette tâche-là peut être vue comme une tâche de classification, en deux classes. La classe des documents pertinents, la classe des documents non pertinents. Ou si vous avez une graduation du niveau de pertinence, eh bien autant de classes que ce que vous avez de niveau de pertinence. Voilà. Donc il y a énormément de tâches qui a priori ne sont pas nécessairement vues comme des tâches de classification, mais qui pourtant peuvent s'y ramener d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose d'un petit peu essentiel, parce que lorsqu'on fait des systèmes d'apprentissage automatique notamment, eh bien on se ramène généralement à des classifiants. Voilà. Tout ça, ça engendre eh bien, la réalisation de vos tâches. Et donc, pour, disons, avoir le recul nécessaire pour être capable de savoir si finalement les réponses du système sont satisfaisantes ou pas, eh bien, il faut être capable de les évaluer. Si l'évaluation n'est pas bonne, eh bien, on va identifier dans la chaîne de traitement ce qui n'a pas fonctionné, puis on rejoue le tout. Mais ça peut aussi passer par de la visualisation des résultats, de l'exploration des données, de l'exploration des résultats, de l'exploration des modèles. Et donc là aussi, le rôle de l'humain peut être extrêmement important pour arriver à interagir dans le processus à ce niveau-là et rejouer la machine. Bien sûr, suivant le type de modèle, eh bien, la visualisation ou l'exploration va être plus ou moins complexe à réaliser, et notamment avec les approches dites deep learning, c'est une problématique particulièrement importante. Voilà, donc en fait, on va osciller réellement entre, d'un côté, on a des difficultés qui sont génériques un petit peu à toute l'analyse de données. On a des solutions et des verrous qui vont intervenir à la fois de l'ingénierie et de la recherche. Donc on est à ce niveau-là. Il y a quand même des spécificités par rapport aux documents texte et langue, parce que tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est valable pour la fouille de données en général. Mais qui sont propres à la langue, donc notamment le fait que eh bien, la langue des textes peut varier d'un texte à l'autre, évidemment, même à l'intérieur d'un même texte. On a régulièrement des différentes langues qui sont employées. Pensez ne serait-ce qu'aux citations. Hein. Vous construisez un modèle sur le français, vous avez un texte avec des articles, vous avez des références bibliographiques, et bien vous allez retrouver des références bibliographiques dans différentes langues. Et donc, à l'intérieur même d'un texte en français, vous allez retrouver très certainement des textes en langues différentes. Des variations donc, terminologiques très très importantes. Au niveau de la syntaxe également. Hein. Donc, toutes les méthodes, là, ça pointe un petit peu du doigt, finalement, toutes les méthodes qui sont basées sur des approches très formelles sur la langue, eh bien, elles vont devoir tenir compte des spécificités de chacune des langues, et c'est une difficulté particulièrement forte. Et puis, il y a naturellement le fait que la langue est ambiguë, donc un mot peut peut avoir plusieurs sens. À l'inverse, vous pouvez avoir plusieurs mots qui désignent le même sens, etc., etc. Et tout ça, ce sont des difficultés un petit peu particulières, alors que lorsque vous avez une donnée qui vient d'un capteur, eh bien, la donnée d'un capteur, vous pouvez en définir le sens très, très rapidement. Alors, en fait, je vais commencer à parler des aspects données, métadonnées, des formats, etc. Hein, donc, l'aspect pré-traitement, mais ce n'est pas ce que je pense être le plus intéressant. Mais néanmoins, si vous n'avez jamais manipulé une chaîne de traitement, c'est important que vous ayez ces notions-là. Alors, souvent, un des problèmes qui se posent est lié au format des documents. Alors, on est habitué à manipuler, lorsqu'on est utilisateur final, un certain nombre de formats. Parmi les plus courants, on a le PDF et puis on a le fichier Word. Si vous travaillez dans un domaine scientifique comme les mathématiques, par exemple, eh bien, vous allez travailler beaucoup avec des documents en LaTeX. Mais disons ça, j'allais dire, c'est finalement la vision un petit peu, déjà un petit peu professionnelle du problème. En général, 90% des textes qu'on manipule, c'est du PDF et c'est absolument catastrophique. Donc déjà, si vous voulez travailler, que vous avez la possibilité d'agir sur le format des documents que vous recevez en entrée, quand vous pouvez éviter le PDF, évitez le PDF si vous voulez faire de la fouille de texte. Alors pourquoi ? Alors, essentiellement parce que le PDF, c'est un format qui est fait pour l'impression. Le P, c'est pour printable. Hein? Donc, c'est pour l'impression. Et donc, c'est un format qui, par nature, va contenir des instructions non pas du tout destinées à la manipulation de l'information, mais à des informations graphiques qui vont décrire comment imprimer le texte. Alors, vous avez plusieurs variantes du PDF, certaines qui sont plus ou moins complexes à décoder, mais vous avez des variantes qui sont absolument indécodables.
autrement qu'en les considérant exactement comme si vous avez fait une photo d'un document et vous êtes obligé d'utiliser des systèmes de reconnaissance optique de caractères qui vont directement agir sur la forme. Donc quand on voit le contenu d'un document PDF, en fait, dans le contenu d'un document PDF, c'est ce que vous avez ici. Et vous avez les caractères qui sont absolument illisibles pour un être humain. Quand je dis c'est ce que vous avez ici, c'est si on regarde réellement le contenu du fichier. Alors, vous avez des outils qui vous permettent d'essayer d'aller rechercher à l'intérieur le texte et donc assez souvent de retrouver les caractères qui sont présents. Ces outils-là, si vous arrivez à récupérer le texte, il est à peu près certain que vous n'arriverez pas à retrouver la pagination, c'est-à-dire en ce sens que les colonnes qui sont contiguës, qui sont côte à côte, eh bien vous allez avoir le texte également qui va lui aussi être côte à côte. Donc vous n'allez pas avoir une lecture linéaire du texte correcte. Vous allez avoir des difficultés énormes à recomposer les tableaux, et donc vous allez perdre la notion d'entête, de tableau, la notion de légende, etc. etc. En fait, c'est absolument cauchemardesque. Donc ce n'est pas du tout ma discipline, ce n'est pas du tout ma spécialité. Je peux juste vous dire qu'en tant que personne qui travaille sur les corpus de texte, c'est cauchemardesque. Alors, ça, c'est pour le PDF. Vous avez d'autres niveaux qu'il faut juste connaître si vous n'avez jamais pensé à ça. Lorsqu'on voit des caractères à l'écran, en fait, ce que vous avez en mémoire, ce ne sont pas des caractères, ce sont des codes donc, qui correspondent à la représentation machine du caractère en mémoire. Et donc, vous pouvez avoir, par exemple, la lettre E qui correspond au code numéro 101, mais tout ça, vous voyez, c'est un standard. Et ces standards-là ont évolué au fil du temps, notamment pour prendre en compte des alphabets différents, et notamment des alphabets qui contiennent plus que 26 caractères, hein, puisque le premier encodage il a été prévu pour la langue anglaise sans les lettres accentuées. Alors, simplement ça, il faut juste le savoir. Il y a des évolutions. Donc le premier format, c'était l'encodage, c'était l'encodage ASCII, puis après il y a eu différents encodages, l'iso-latin, etc. Et puis maintenant, le standard qu'on devrait tous utiliser, c'est l'UTF-8, c'est l'Unicode 8. C'est l'UTF-8 qui a été proposé, je crois, il y a une trentaine d'années, mais voilà, vous avez encore des collections de textes qui ne sont pas en UTF-8. Il faut juste savoir qu'attention, si vous mélangez ces différents encodages dans une même base, vous risquez d'avoir une impossibilité à établir des correspondances entre des mots qui, visuellement, pour nous, en tant que lecteurs, sont identiques, mais qui, étant donné qu'ils sont codés différemment en machine, vont être perçus comme étant des mots différents par la machine. Voilà, donc ça, si vous voulez, en termes de spécification ou en termes de contrôle, ce sont des choses qu'il faut nécessairement vérifier lorsqu'on commence une chaîne de traitement. Bon, sur les documents images, j'en ai un petit peu parlé, hein, et donc l'idée qu'il faut retenir, c'est cette idée que au-delà des formats PDF ou des formats propriétaires, eh bien, vous avez également des quantités de langage transparents, lisibles par un humain. À défaut d'être toujours compréhensibles, ils sont au moins lisibles. Mais vous avez beaucoup de ces langages-là qui sont des langages orientés également affichage. C'est le cas du HTML, par exemple. Le langage HTML, c'est un langage, vous avez des balises. Donc, ce qu'on appelle un langage à balises, c'est un langage dans lequel vous avez le texte que l'utilisateur, que le lecteur doit lire, qui est encadré, qui est entouré de directives. Et ces balises-là, dans le cas du HTML ou dans le cas de ce qu'on a ici, ce sont des balises qui vont indiquer le type de présentation qu'on veut produire. Donc ce sont des balises graphiques. À ne pas confondre avec ce qui va être réellement intéressant pour nous lorsqu'on fait de la fouille de texte, qui sont des balises sémantiques dans lesquelles on va indiquer la nature des informations à l'intérieur, par exemple, d'un texte. Donc ici, le fait que 2006, ça désigne une date de publication, et on a de manière non ambiguë la date qui est exprimée sous 4 chiffres, parce qu'elle aurait très bien pu l'être ici, exprimée en lettres, et on aurait eu la même qualification en chiffres. Alors, pour répondre à tous ces besoins-là, en fait, vous avez des annotations sémantiques qui sont plus ou moins riches, plus ou moins complexes, qui dépendent du domaine d'activité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la richesse de ces annotations-là
va naturellement influencer la richesse des applications qu'on va faire par la suite. Lorsqu'on a un texte comme ce qu'on a ici sur la droite sans aucune annotation, eh bien, naturellement, il va falloir interpréter les données pour arriver à les comprendre. Hein. Donc ici, sans autres indications, est-ce que Zaman, Pavlovitch, est-ce que ce sont les auteurs ou est-ce que ce sont des... Voilà, on arrive, nous, à reconnaître qu'il s'agit de noms propres, mais si on n'a pas d'informations autres que celles-ci, on peut faire des hypothèses sur le fait que ce sont des auteurs, mais on n'en a strictement aucune idée. Il ne faut pas oublier que le PDF où on voit les auteurs en haut, ben ça c'est visuel. Hein. Naturellement, lorsqu'on va décoder un document, on va le décoder de manière linéaire. Par nature, on n'a pas ces informations-là, l'ordinateur n'a pas ces informations-là. On peut les reconstruire, mais c'est plus compliqué. Voilà. Alors, le piège qu'il y a un petit peu avec les annotations sémantiques, c'est qu'on peut ne jamais être satisfait par l'annotation qu'on a produite. Et donc, on peut aussi, ça c'est quelque chose que vous connaissez peut-être aussi de votre côté, hein, mais passer énormément de temps à faire de la notation sémantique pour s'apercevoir ensuite que le schéma d'encodage enfin de notation n'est pas tout à fait adapté, de retravailler la chose. Et puis, il y a des problèmes et des soucis qui sont nécessaires hein, de standardisation. Et donc, on peut aussi être amené à passer énormément de temps avant d'arriver à standardiser ces annotations. S'il y a quelque chose que vous ne percevez pas, si vous ne savez pas pourquoi, par exemple, il faut standardiser les annotations, faites-moi signe, mais juste une phrase, j'essaie de regarder un petit peu vos regards au fur et à mesure que je parle. Hein. Mais par exemple, si vous voulez dénoter le fait qu'une phrase est le titre d'un document, donc vous allez mettre une balise qui va indiquer que là, on est en présence du titre, mais la balise, qu'est-ce que vous mettez dans la balise? Est-ce que vous mettez titre? Est-ce que vous mettez title? Qu'est-ce que vous mettez dans la balise? Et donc, pour que les différentes annotations soient utilisables, il faut naturellement qu'il y ait une standardisation de la nature même des balises. Alors notamment, c'est le cas de la TEI. Donc la TEI, c'est la Text Encoding Initiative, qui va définir des standards pour dénoter les noms propres, les noms de lieux, les dates. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est bien adopté par la communauté. Donc ça vient du consortium du web, mais vous allez trouver également des standards dans certains domaines industriels, par exemple, hein, qui vont être importants. Alors, donc ça, le document que vous aviez ici, c'est un document qu'on a en format XML. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est tout à fait lisible par un humain. Donc là, à partir du moment où on encode les fichiers en XML, on peut à peu près être sûr qu'on n'aura pas de difficulté pour les relire dans un certain nombre d'années. Néanmoins, c'est un format qui est assez verbeux et qui est assez compliqué à utiliser de manière informatique parce que lorsqu'on le parcourt de haut en bas, on ne peut pas arriver à délimiter en fait, une zone de traitement tant qu'on n'a pas trouvé, chaque fois qu'on a une balise qui s'ouvre, tant qu'on n'a pas trouvé la balise fermante. Donc ça pose un certain nombre de problèmes dans le traitement. Et donc il y a d'autres formats qui ont été proposés, qui sont très courants. Le plus courant actuellement, si vous travaillez notamment en Python, c'est JSON, hein, donc en fait, qui est un format qui à l'origine avait été créé pour le web. Le J veut dire JavaScript, donc si vous faites du développement web, vous savez aussi, vous devez connaître le JavaScript. Vous avez d'autres formats, il faut avoir idée qu'on peut passer de l'un à l'autre, mais ce n'est pas toujours si évident que ça. Hein, il y a des cas où la traduction n'est pas évidente, ou plutôt, pour un document d'entrée, vous avez plusieurs traductions possibles. Et donc ça peut poser certaines ambiguïtés qui sont assez critiques. Après, vous avez un format qui est assez courant également, qui est le CSV, donc qui est un format tabulé en colonne. Il est très utilisé en analyse de données. Pour le texte, il est assez problématique, parce que naturellement, un texte particulièrement long, on a du mal à le représenter sous forme de colonne. Ou plutôt, on n'aurait qu'une seule colonne avec le texte. Alors, donc ça c'est important, mais là, je pense que, je vous ai peut-être rien appris, mais il faut qu'on ait ça en tête avant de commencer un petit peu tout ça. Alors déjà, est-ce que là, sur ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a des questions? Hein? Je n'ai pas vu, non? Alors, donc le deuxième volet, c'est maintenant, on va s'intéresser aux modèles et aux méthodes qui peuvent être utilisées pour traiter ces textes. Alors, peut-être la première,
Je suis toujours embêté quand je dois dire ça, parce que ça peut vouloir dire, quand je dis la première, ça peut vouloir dire qu'elle est ancienne, et c'est vrai qu'elle est ancienne. Mais ça peut vouloir dire qu'elle est ancienne, donc elle est has-been. Hein, elle est trop ancienne et qu'il ne faut plus s'en servir. Ce n'est pas du tout mon propos. Je vais mettre ces méthodes-là, et puis après je vais parler des méthodes d'apprentissage, notamment l'apprentissage profond. Je dis que ce n'est pas du tout des méthodes plus anciennes que l'autre, puisque les premiers réseaux de neurones, ils ont été proposés dans les années 50, exactement comme les premiers automates. Donc ce n'est pas du tout un problème d'ancienneté, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on a des approches qui sont radicalement différentes dans la manière de les aborder, et puis je pense qu'elles doivent aussi avoir des finalités différentes. Si je dois résumer, c'est un point de vue, peut-être que dans la salle, il y a d'autres personnes qui ont d'autres points de vue, hein, mais si en gros vous avez des textes qui manipulent un vocabulaire extrêmement standardisé, que vous avez des formes d'écriture qui sont également très homogènes et très régulières, et bien à ce moment-là, vous êtes vraiment typiquement dans le cas où vous pouvez utiliser un traitement symbolique, fabriquer vos propres règles de transformation à la main et de les appliquer. Ça va très bien fonctionner. Si à l'inverse, vous avez une variabilité qui est très forte, vous n'avez pas une très bonne connaissance de la manière dont les textes sont écrits, sont structurés, sont formés, un vocabulaire très étendu, variable, dynamique, etc., eh bien là, arriver à faire des règles suffisamment, à définir une grammaire manuellement suffisamment complète, ça va être extrêmement difficile, pour dire complètement impossible. Et donc là, on va tomber dans avoir intérêt à utiliser les méthodes basées sur de l'apprentissage automatique, les méthodes numériques. D'accord ? Mais ça a aussi un coût. C'est-à-dire qu'en gros, d'un côté, vous définissez à la main les règles, et de l'autre côté, vous devez faire à la main toute la mise en forme des données pour que la machine puisse apprendre. Donc dans tous les cas, il y a un travail manuel. Il faut arriver à savoir lequel est le plus ou moins coûteux. Voilà, donc lorsqu'on travaille sur des symboles, avec des symboles et des automates, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un mot dans une phrase, c'est vu comme étant une suite de symboles, les lettres, mais que le mot en tant que tel, du point de vue de la machine, n'a pas de signification. De manière intrinsèque, le mot n'a pas de signification. Le mot est une forme. Et lorsqu'on rencontre cette forme-là, eh bien, on va faire tel ou tel processus. Et donc, on va définir des automates qui vont identifier, qui vont reconnaître des formes et qui, lorsqu'elles auront reconnu une forme, produiront en sortie eh bien, une indication. Par exemple, vous reconnaissez la forme 4 chiffres, vous produisez en sortie le fait que les 4 chiffres correspondent à une date et vous rajoutez les balises dates. Vous voyez, ce type de processus, il peut être très facilement mis en œuvre par ce type d'approche. Mais bien sûr, si vous commencez à dire oui, mais 4 chiffres, ça peut être autre chose qu'une date, eh bien là, vous commencez à rentrer dans les zones difficiles. L'autre type d'approche, donc ce sont des approches qu'on va qualifier de numériques. La première, on va rester au niveau du symbole. C'est-à-dire que le mot reste une forme, mais au lieu d'essayer de définir des règles, on va essayer de faire des analyses statistiques dessus. Alors par exemple, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, pardon, j'ai un petit peu, en statistique, le Z-score. Alors supposez que vous vouliez faire de l'analyse de sentiments, donc de l'analyse de polarité sur des tweets. Eh bien vous prenez 3 collections de tweets, vous construisez à la main 3 collections de tweets, des tweets que vous qualifiez de sentiments positifs, d'autres sentiments négatifs et puis d'autres neutres. D'accord ? Et puis vous essayez de caractériser les mots qui apparaissent de manière la plus notable dans chacune de ces 3 classes. Alors on pourrait prendre la fréquence d'apparition, mais bon, c'est un petit peu simpliste, trop simpliste, hein, puisqu'on va avoir des mots courants du langage qui vont apparaître, qui ne seront pas discriminants. On peut utiliser un critère statistique qui est le Z-score. Ce que fait le Z-score, il va comparer le nombre de fois que le mot apparaît dans la classe des positifs, par exemple, par rapport à la moyenne d'apparition. Et puis il va diviser ça par l'écart type. Donc il va tenir compte de la distribution finalement de ce mot, pas seulement dans la classe cible, celle des positifs, mais globalement dans l'ensemble de la collection des tweets. Avec ce Z-score-là, vous appliquez ce calcul-là très simple sur l'ensemble des mots d'une collection de tweets, et voilà ce que vous trouvez. Vous trouvez que les mots positifs, c'est love, good, happy, etc., great, etc., excite. Et puis que les mots négatifs, c'est not, fuck, don't, shit, bad, etc. Ok, bon voilà, on a pris une collection de tweets, c'est très simple. Et on s'est dit, ben, tiens, là, on a un critère statistique qui semble assez bien marcher. Vous voyez que not apparaît, hein, et c'est très intéressant. Parce que not apparaît, le fait que not apparaît dans les mots négatifs, eh bien, ça veut dire pas seulement que ça exprime une négation, évidemment,
mais ça veut dire que les négations apparaissent plus dans les tweets négatifs que dans les tweets positifs. On pourrait imaginer le contraire. Hein. Ce film n'est pas mal du tout. Ben, on dit moins souvent ce film n'est pas mal du tout que ce film est super. Hein, okay, voilà. Donc la négation, effectivement, est un marqueur de négativité, si j'ose dire. Et pas, voilà. Bon. Donc ça, ce sont les méthodes statistiques qui peuvent être employées avec pas mal de succès dans pas mal de tâches. Hein. Ce sont des choses qui ont été faites, qui ont bien marché. Alors pour vous donner une idée, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des méthodes, mais si vous appliquez ce type de méthode sur de l'analyse de sentiments sur des tweets, vous arrivez en gros à 70% de bonne identification de la polarité. 70% des cas, vous êtes bon. Voilà, pour vous donner une ordre d'idée. Si vous faites ça de l'apprentissage profond, vous êtes à 90%. Alors la question que vous devez vous poser quand je vous dis « j'arrive à 70%», chaque fois que vous mettez en œuvre une méthode, il faut se poser cette question-là. 70%, à votre avis, c'est bon ou c'est pas bon? Alors, quelle est la référence? Il faut se demander déjà ce que fait l'humain dans ce cas-là. Est-ce que l'humain, il arrive à... Quelle est la performance de l'humain? À reconnaître le sentiment et la polarité d'un tweet. Pas évident, hein? Parfois, pour arriver à déterminer la polarité d'un tweet, il faut remonter dans les tweets antérieurs, connaître le contexte, etc. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Et puis, le deuxième truc, il faut se dire, mais oui, mais alors que ferait aussi une méthode aléatoire? Donc là, j'ai mis en place une méthode, j'ai fait des calculs et tout, j'arrive à 70%. Ouais, ok, mais si je tire au sort? Ok? Donc si je tire au sort, j'ai 50%. Donc déjà, une méthode complètement nulle, elle fait 50% de bon score. Hein. Donc il faut toujours faire attention quand on vous dit ma méthode elle marche à 50%, oui ok, mais en fait, voilà. Que ferait une méthode aléatoire? Bon, ça ce sont des... Je vous lance comme ça un petit peu des éléments qui peuvent servir de réflexion lorsque vous allez utiliser un système, vous allez le mettre en œuvre, il faut arriver à avoir ce type d'information. Alors, le deuxième type donc là, on a des formes, on a des symboles, et puis on a des études de statistiques. Le deuxième type de format, de type de données, c'est celui qui est utilisé dans les moteurs de recherche d'information, donc c'est-à-dire dans Lucene, dans Elasticsearch, lorsque vous faites une requête dans un moteur de recherche, donc Google, Bing, les autres se servent aussi de ce type de modèle. Alors, différentes variantes, mais l'idée est là. L'idée, c'est de se dire que pour arriver à qualifier de quoi parle un texte, eh bien, une des possibilités, c'est de considérer l'ensemble du champ lexical abordé par le texte. Et donc, on va considérer à ce moment-là le texte comme un sac de mots, et c'est les mots qui sont dans ce sac qui vont désigner la thématique du texte. Et donc, si vous avez deux textes qui partagent les mêmes mots dans leur sac respectif, eh bien, vous avez deux textes qui sont similaires. Hein, donc, comparer les champs lexicaux de chacun des textes, ça permet de les mettre en correspondance. Lorsqu'on fait de la recherche d'informations, eh bien, en entrée, on a une requête. Et donc, l'idée, c'est de comparer le sac de mots de la requête avec le sac de mots de chacun des documents et de proposer en premier les sacs de mots qui sont les plus proches des sacs de mots de la requête. Bon, si je parle un petit peu de manière un petit peu plus mathématique, un sac de mots, c'est un vecteur. Et puis si je parle un peu plus de manière informatique, un sac de mots, c'est un tableau. Hein. Donc vous avez ce type d'objet. Et à partir du moment où on a ces objets pour les documents, on va pouvoir calculer des similarités ou des distances entre les objets. Okay, voilà, donc de notre côté, on a des critères statistiques. De l'autre côté, on a des mesures de similarité qui peuvent être employées sur les documents. Si vous avez ça, vous pouvez commencer à faire de la classification. On le verra en atelier demain. Mais si vous commencez à regrouper les deux documents qui sont les plus similaires au sens de leur vecteur, de leur sac de mots, eh bien, et que petit à petit, comme ça, vous élargissez, vous allez construire une classification hiérarchique de l'ensemble des documents. Okay, voilà. Et puis, vous avez des modèles qui sont un peu plus intéressants, un peu plus compliqués. Parce que la difficulté de ces sacs de mots, enfin le problème de ces sacs de mots, c'est qu'ils vont considérer les mots de manière complètement isolée. En fait. Ça veut dire que finalement, on fait de l'interprétation sans tenir compte de l'ordre des mots. Et bien sûr, on sait évidemment bien que l'ordre des mots est important. Et donc, vous avez des modèles un peu plus performants qui vont justement calculer des statistiques, non pas sur les mots isolés, mais sur des suites de mots. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler des modèles de langue dans lesquels vous allez avoir des statistiques, pas seulement sur les mots isolés, c'est ce que vous avez ici,
mais vous avez des statistiques sur quelle est la fréquence et le nombre de fois, la proportion de fois où j'ai le mot W3 qui suit le mot W2 et le mot W1. Donc vous avez ce genre de statistiques et ensuite vous allez pouvoir retrouver des suites de mots de cette manière-là. Alors ces modèles de langue, je saute un petit peu, des modèles de langue de cette forme-là, eh bien vous en avez un qui est, peut-être que vous avez déjà manipulé, qui est le modèle que Google a construit en numérisant dans les années 2005-2010. En numérisant, je me souviens plus, je crois que c'est 5 millions de livres. Donc je ne crois pas qu'ils aient demandé beaucoup d'autorisation à des éditeurs, mais ils ont pris des livres, ils les ont numérisés. Et puis ils ont construit des modèles de langue. Et donc dans ces modèles de langue-là, vous pouvez, grâce à l'exploration de ces modèles de langue-là, vous pouvez explorer en fait les probabilités d'apparition de suites de mots. Donc ici, je prends comme suite de mots des prénoms et des noms de famille. Donc j'ai 4 réalisateurs. Et eh bien, je peux voir un petit peu l'évolution de l'usage de ces différentes listes de mots au fil du temps. Donc ça, c'est fait uniquement par des calculs de fréquence. Alors, Google met à disposition ces modèles-là pour un certain nombre de langues, l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, le russe, l'italien, le chinois et puis l'hébreu, avec une très forte dominante de la langue anglaise. Mais ce sont des statistiques qui, vous voyez, peuvent être très intéressantes, notamment dans le cas où vous avez, mettons, vous travaillez sur un corpus de langue de spécialité, un corpus expert, un corpus métier, et puis vous avez besoin de comparer finalement l'usage des mots dans ce corpus-là avec l'usage des mots généraux de la langue. Mais vous pouvez aller piocher les statistiques directement dans ce type de modèle. Alors, vous avez par ailleurs des modèles de langue neuronaux qui, alors les premiers ont été proposés il y a une dizaine d'années, en fait, 2013, qui, on peut dire, ont quasiment remplacé tous les autres modèles. En fait, on se sert pratiquement plus que de ces modèles-là lorsqu'on fait de l'expérimentation, parce qu'ils ont une propriété qui est extrêmement intéressante par rapport aux autres modèles. Les autres modèles tels que ceux-ci, ce sont des modèles pour lesquels, si vous avez une variation très faible des caractères, eh bien, vous allez avoir 2 entrées complètement différentes à l'intérieur du modèle. Okay, donc ce sont des modèles qui ne sont pas du tout robustes. 2 synonymes sont considérés comme étant des mots complètement différents, mais il suffit que vous ayez un mot avec la forme au singulier puis la forme au pluriel pour qu'il soit considéré aussi comme étant des formes différentes. Et donc la seule manière de remédier à ça, c'est de faire un pré-traitement qui va identifier la forme des mots, est-ce qu'il s'agit d'un mot au pluriel ou d'un mot au singulier, de le ramener à sa forme au singulier, etc., etc. Ça existe, il y a des outils qui font ça. Mais vous voyez, de manière naturelle, puisque le modèle n'est pas capable de rendre compte des proximités entre les mots, eh bien, il faut utiliser un petit peu des astuces, enfin, des traitements supplémentaires. Dans les modèles neuronaux, eh bien, on n'a pas le même principe. L'idée, c'est de se dire qu'on veut essayer d'identifier à l'intérieur donc on part du champ lexical exactement comme les autres modèles. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'identifier en fait des pseudomots, ce ne sont pas des mots du tout, mais des manières de composer ces différents mots pour qu'on arrive au final à une représentation qui rende compte des similarités d'usage des mots entre eux. Moi, je le dis un petit peu différemment. Eh bien, grâce à ces modèles-là, eh bien, vous avez chacun des mots, c'est ce que vous avez ici sur un navigateur de modèles de langue, donc c'est celui-là qui est développé par Google, qui est TensorFlow. En fait, vous avez chacun des mots qui est projeté dans un espace à dimension 200, 300, etc., dimension constante. Et dans cet espace-là, eh bien, lorsque vous avez 2 mots qui sont proches, ça signifie que ce sont 2 mots qui, globalement, sont utilisés dans des contextes qui sont globalement similaires. Donc ça veut dire que finalement, on a remplacé le fait d'avoir des mots en entrée. Vous prenez une collection de textes, vous avez 1 million de mots, vous avez 1 million de possibilités. Eh bien, on va tout projeter dans un espace à dimension réduite. Et dans cet espace à dimension réduite, on aura de manière naturelle des mots qui vont être proches les uns des autres et qu'on pourra donc considérer comme étant quasiment des équivalents. Ce ne sont pas réellement des équivalents, mais ça veut dire que ça correspond à une représentation du texte qui va aider de manière naturelle à la classification. Vous n'avez pas une dispersion complète du vocabulaire. Donc vous avez
des représentations intermédiaires qui permettent de faire ce type de travail. Je vous montrerai ça précisément en atelier, à quoi ça correspond, mais voilà, si je prends par exemple, je prends comme mot en entrée le mot free, eh bien voici les mots qui dans l'espace donc de représentation qui a été appris sont les mots qui sont les plus proches. Et donc vous voyez que ce ne sont pas des mots qui sont strictement des synonymes, ce ne sont pas non plus des variantes orthographiques, quoi que vous en aviez peut-être, free et freely, on peut peut-être dire que on peut le voir comme étant, ou freedom, comme étant une variante pas orthographique, mais une variante grammaticale, hein, mais vous avez open, vous avez available, vous avez source, etc. Donc vous voyez, ce sont autant de mots qui sont jugés sémantiquement proches par le modèle, une fois que le modèle a été appris. Pour vous dire en 2 mots qu'est-ce que ça signifie apprendre le modèle, comment est-ce que ça fonctionne, en fait on prend une phrase, le système prend une phrase, il masque un mot, et puis il doit deviner quel est le mot qui a été masqué. Et petit à petit, il met à jour son modèle jusqu'à arriver à avoir des performances satisfaisantes pour deviner les mots qui ont été cachés. Et bien ce processus-là, eh bien, il permet de converger vers des modèles, vers des types de représentations qui ressemblent à celle-ci. Voilà. Alors, grâce à ça, ce que vous pouvez faire sur les mots, vous pouvez également le faire sur les documents. Et donc, vous avez des représentations qui peuvent être des représentations intéressantes des documents, dans ces espaces de dimension-là, dans lesquels vous pouvez faire apparaître des proximités sémantiques. Toute la question, c'est de savoir maintenant comment les utiliser. On peut les utiliser pour faire du regroupement, du partitionnement. Hein. Et tout ça, si vous voulez faire un petit peu le lien avec d'autres types d'opérations que vous connaissez peut-être, vous pouvez peut-être l'identifier à ce que vous feriez avec une analyse en composantes principales. Quand vous faites une ACP, vous déterminez quelles sont les variables qui sont les plus porteuses d'informations au sens de la variabilité, de la variance entre les vecteurs. Là, si vous partez de l'idée que vos documents, ce sont des sacs de mots, vous avez des mots. Vos variables, ce sont les mots. Chaque mot est une variable différente et vous cherchez quels sont les mots qui sont les plus porteurs d'informations. Lorsque vous faites une projection de cet ensemble-là sur un espace réduit, ce que vous donne l'ACP, vous avez bien une projection en dimension finie, et donc en dimension réduite. Et donc vous pouvez aussi faire de la classification. Si ce n'est que là, vous avez utilisé une méthode qui n'est pas une méthode qui va rendre compte de la proximité sémantique entre les mots, ce qui est le cas des modèles de langue neuronaux. Et donc vous en trouvez des quantités, et vous en trouvez, alors un peu moins sur le français, malheureusement comme souvent, hein. Vous en avez quand même 2 sur le français qui sont très efficaces. Un qui a été fait par Facebook et l'INRIA, et puis l'autre qui a été fait par le CNRS et l'Université de Grenoble. L'efficacité est assez comparable des 2 modèles. Peut-être un léger avantage à celui du CNRS, mais c'est discutable. Mais par exemple, ce qu'on pourrait faire, hein, ce qui a été fait partiellement mais qu'il faudrait refaire, c'est avoir des modèles qui sont spécialisés pour un certain type de données. Et par exemple, construire des modèles scientifiques sur les articles scientifiques du français et de la langue française, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Enfin, pas qui pourrait être intéressant, qui serait intéressant. D'avoir des modèles qui soient adaptés à des domaines de spécialité, c'est quelque chose pour le français pour lequel il manque pas mal de données. Alors, je ne sais pas si on pourra le faire avec ISTEX, parce que malheureusement, il n'y a que 1,5%, je crois, si j'ai bien retenu tout à l'heure, le nombre de ressources. Mais cela dit, ça fait quand même je ne sais pas combien ça fait de documents en français, mais on ne doit pas être loin de 500 000, enfin plusieurs centaines de milliers, donc ça peut être suffisant. Mais je pense que là, il faudrait utiliser HAL. Hein, et en utilisant HAL de manière dynamique, on pourra arriver à construire, en croisant HAL et ISTEX, des modèles sur le français qui seraient très intéressants. Encore faudrait-il avoir le texte source des documents dans HAL, mais je reviens à mon premier point. Voilà, donc si vous voulez, à partir de tout ça, à partir du moment où vous avez ces représentations-là, eh bien, vous pouvez mettre en œuvre un ensemble de méthodes de classification. Alors ces méthodes de classification, je les parcours là pour vous donner une idée de ce qu'elles font et de finalement quels sont les avantages et inconvénients. Je n'irai pas jusque-là, mais pratiquement. Une méthode très... pour le dire maintenant, si vous en avez 2 à utiliser maintenant, je vous conseillerais d'utiliser d'un côté une méthode à base d'arbre de décision et de l'autre côté
une méthode neuronale. Si vous n'avez que 2 méthodes à utiliser, je vous donnerai ces deux-là, mais ça peut être aussi d'autres méthodes qui peuvent être intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Gardons toujours l'idée que les documents sont représentés par des vecteurs. Et à partir du moment où les documents sont représentés par des vecteurs et que vous avez des classes qui ont été constituées de manière manuelle par des personnes humaines, vous allez pouvoir commencer à qualifier la nature, les caractéristiques de ces vecteurs qui établissent une correspondance forte avec une classe ou avec une autre. Ce que va faire un arbre de décision, c'est qu'il va chercher parmi toutes les composantes du vecteur, quelles sont les composantes qui permettent de séparer en deux le mieux possible l'ensemble des documents. Donc on essaie de séparer les documents. L'objectif, c'est à force de séparation comme ceci, d'arriver finalement à avoir les classes qui sont notre cible. Donc si vous avez par exemple les tweets positifs et les tweets négatifs, que vous voulez faire de l'analyse de sentiments, eh bien vous allez chercher quel est le mot qui permet, selon sa présence ou selon son absence dans le tweet, de séparer au mieux l'ensemble de vos tweets pour avoir d'un côté des tweets plutôt positifs et de l'autre côté des tweets plutôt négatifs. Donc ça correspond à construire un arbre qui va permettre de vous aider à prendre ce type de décision. Là, on est clairement dans une procédure d'apprentissage automatique, c'est-à-dire qu'on fournit à la machine des exemples et à partir des exemples, eh bien, elle va construire un modèle. Ici, le modèle, c'est un arbre. Et le gros avantage de l'arbre, c'est que l'arbre, il est lisible par un être humain. Donc l'arbre, il va vous donner finalement les règles de décision, les propriétés de vos documents qui vous ont permis d'arriver à la conclusion que le modèle a permis d'obtenir. Ça marche très très bien par exemple si vous faites de l'identification automatique de la langue. Je ne me souviens plus dans Istex quelle est la méthode qui a été utilisée pour identifier les langues. Mais c'est peut-être celle-là, je ne sais pas si vous avez en tête, je ne sais plus. Si vous prenez comme variable, non pas les mots, parce que les mots ne sont pas très discriminants selon les langues, mais vous prenez les couples de lettres. Les couples de lettres, ce sont des caractéristiques très discriminantes des langues. Vous prenez les couples de lettres et vous essayez de déterminer quels sont les couples de lettres qui permettent de séparer au mieux les différentes langues. Vous arrivez à un arbre de décision qui reconnaît les langues à 90-95% des cas. D'accord ? Voilà. Et donc c'est très très simple. Et si vous avez une erreur, eh bien vous pouvez lire l'arbre et comprendre d'où vient l'erreur. Donc c'est une méthode qui ne peut être pas la plus performante, mais qui peut être très performante dans certains cas et qui est compréhensible par un humain. Compréhensible, ça veut dire que vous pouvez déterminer où est l'erreur, mais vous pouvez éventuellement, vous aussi, agir soit sur le document, soit sur le modèle pour éventuellement le corriger. Donc ça, c'est le rôle est très important. Les autres méthodes, ce sont des méthodes plus classiques de régression, par exemple, qui vont essayer d'établir des correspondances entre les variables et puis les classes. Et là, il y a une propriété qui est particulièrement intéressante, c'est le fait que les problèmes qu'on a, des problèmes de classification, ne sont pas nécessairement des problèmes pour lesquels la séparation entre les classes est une séparation qui peut être faite de manière linéaire. Quand je dis séparation entre les classes, revenons à l'idée. Les documents sont représentés tous par des vecteurs, donc par des tableaux de mots. Et donc on va identifier, par exemple, si le mot apparaît 5 fois, vous allez avoir pour le mot en question la coordonnée 5. Si le mot apparaît 10 fois, vous allez avoir pour ce mot-là la coordonnée 10. Okay ? Donc vous êtes dans un graphique et vous positionnez vos différents documents comme ceci, en fonction du nombre de fois, par exemple, que les mots apparaissent dans chacun des documents. Ça vous donne un espace dans lequel vous allez pouvoir séparer éventuellement les documents. Mais les séparateurs ne sont pas les séparations, les frontières entre les classes ne sont pas nécessairement des lignes droites. Tout simplement, ne serait-ce que parce qu'il y a des mots naturellement qui sont communs à plusieurs classes. Donc puisque les mots sont communs à plusieurs classes, vous pouvez avoir naturellement une séparation qui est pas triviale. Et donc là, la plupart des méthodes de classification qui sont mises en œuvre sont des méthodes de classification. Alors, lorsque je parle de ça, je vais parler des méthodes de régression essentiellement. Et la régression linéaire, naturellement, ne vont pas être capables de rendre compte des séparations qui ne sont pas des séparations linéaires. Alors, pour ça, donc, par exemple, des séparations, ici, regardez, vous avez des documents ici. Vous avez les documents qui sont dans la classe moins négative qui sont au milieu, et puis les documents dans la classe plus qui sont ici. Donc la séparation doit être un cercle et n'est pas une ligne droite.
Et ce genre de phénomène, vous savez, régulièrement en statistique, on entend parler, les deux phénomènes ne sont pas corrélés, on n'a pas trouvé de corrélation entre deux phénomènes, on n'a pas trouvé de corrélation entre tel médicament et puis les effets secondaires, etc. Mais généralement, quand on parle, enfin, pas généralement, quasiment toujours, quand on parle de corrélation, on parle de corrélation linéaire. D'accord ? Hein, donc c'est-à-dire de la forme y égale à x plus b, il y a une correspondance entre, on prend l'entrée, on multiplie par un truc, on ajoute par un autre truc et on tombe sur ce qu'on... Voilà. Quand on dit qu'il n'y a pas de corrélation, généralement c'est ça. Or, là, on a un cas typique dans lequel, si on ne prend pas en compte ces phénomènes qui ne sont pas des phénomènes linéaires de séparation, eh bien, on n'arrive pas à bien faire de la classification et à bien faire de la manipulation de texte. Et c'est justement une des grandes forces des réseaux de neurones profonds, c'est d'être capable de rendre compte, de faire de la séparation de données qui ne sont pas séparées de manière linéaire. Donc c'est vraiment une des grandes forces qui fait que, au-delà du fait que c'est quelque chose d'un petit peu récent, hein, voilà, on parle d'apprentissage, etc., mais une grande force, c'est cette capacité-là. Alors, s'il y en a certains qui ont manipulé des outils de statistique, vous avez pu voir passer des approches de type machine à vecteur support, et par qu'on appelle en anglais des SVM. Là aussi, on peut traiter des séparateurs non linéaires, mais pas avec le même pouvoir d'expressivité et les représentations qu'on a avec les réseaux de neurones. Donc, voilà, il y a une force particulière. Mais donc, en gros, ça, si vous voulez, ça, c'est ce qui a été fait dans les années 70-80, mais qui est encore utilisé parce que manuellement, c'est très intéressant. Ça, c'est ce qui a été proposé dans les années 90-2000. C'est assez léger à mettre en place, donc on peut encore s'en servir, mais dans la pratique, c'est beaucoup abandonné. Et puis, les réseaux de neurones ont à la fois la force et la qualité. La difficulté avec ces systèmes-là, c'est qu'on n'est pas capable d'arriver à les interpréter de manière manuelle. Alors, je n'ai pas de schéma, mais pour vous donner une petite idée, là, vous avez les mots en entrée. Donc x1, ça correspond à un mot, x2, ça correspond à un autre mot, x3, ça correspond à un autre mot du vocabulaire. Donc tous les mots possibles du vocabulaire. Si votre texte contient, vous voyez dans votre texte le mot x2, ça va activer ce cercle vert. Et le fait d'activer ce cercle vert, ça va activer tous les cercles violets qui sont, donc les neurones, les modules qui sont associés au cercle vert. Donc ça va activer celui-ci, ça va activer celui-là, ça va activer celui-là, ça va activer celui-là. Lorsque vous activez celui-là, vous allez activer celui-là. Et puis celui-là, et puis celui-là. Donc vous voyez, vous avez une propagation de l'activation dans le réseau. Jusqu'à arriver à la couche finale qui correspond à vos classes. Donc si vous avez si vous voulez reconnaître les textes positifs et les textes négatifs, vous n'avez que deux classes, par exemple. Vous avez d'autres manières de représenter ça, mais la classe des positifs et la classe des négatifs. Si vous voulez faire de la classification thématique, vous avez votre thème numéro 1, votre thème numéro 2, votre thème numéro 3, votre thème numéro 4. Et ce que va faire un réseau de neurones, ce n'est pas seulement propager l'activation lorsque vous rencontrez les mots, mais ce qu'il va apprendre, c'est une fonction de propagation. Donc il va apprendre à déterminer de quelle manière eh bien, la propagation doit avoir lieu. Vous rencontrez, vous voyez un mot, le mot, est-ce qu'il doit se propager ? Et à quel niveau et avec quelle force dans le réseau. Et suivant la propagation, eh bien, vous allez activer au final plus ou moins une classe ou plus ou moins une autre. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que la classe que vous activez le plus, c'est naturellement celle que vous devez trouver. Et donc, à quoi consiste un processus d'apprentissage ? Eh bien, il consiste à apprendre l'ensemble des paramètres qui régissent tout ce transfert-là, toute cette activation-là, au fur et à mesure de l'avancement dans le réseau de neurones. Un ordre de grandeur. Les modèles actuels, ils ont plusieurs dizaines de milliards de paramètres. Les meilleurs modèles actuels. Donc apprendre une dizaine de milliards de paramètres, vous imaginez le nombre de coups d'essais-erreurs qu'il faut arriver à faire pour arriver à faire converger ces paramètres-là. Et en termes d'interprétation, lorsque vous avez 10 ou 15 milliards de paramètres, mais même si vous en aviez 100 fois moins, avec 15 ou 150 millions de paramètres, ou 10 000 fois moins, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait afficher à l'utilisateur ? On pourrait lui montrer les valeurs de ces paramètres, peut-être de manière graphique, mais on aurait une fouille absolument inextricable, et surtout on serait incapable de dire, si je baisse un petit peu celui-là parmi les 15 millions, ça va être mieux, ou ça va être mieux. Voilà. Donc, des fois vous entendez le fait de dire, on dit que ce sont des approches aux boîtes noires qui sont mises en place, elles sont boîtes noires en ce sens que, même si on regarde à l'intérieur, on peut regarder à l'intérieur, mais on ne saura pas quoi faire. Okay, voilà. Donc c'est ni magique, on sait très bien ce qui se passe. Ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est pourquoi ça fonctionne.
parce que c'est finalement des idées simples, et peut-être que ça pourrait ne pas fonctionner. Mais on sait très bien ce qui se passe, et on peut lire ce qui se passe, mais on ne sait pas quoi faire après. Voilà, donc c'est une difficulté. Alors, donc, lorsque vous mettez en place des méthodes, et donc là, tout à l'heure, les scores que vous nous annonciez sur les différents traitements, eh bien, il y a différentes méthodes qui ont été employées sur les corpus dyslex, tantôt avec des arbres de décision, tantôt avec des classifieurs à base de réseaux de neurones, tantôt avec des automates. Et dans tous les cas, on a des scores, on a des scores de validation. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces systèmes-là, ce sont des systèmes qui vont être perfectibles. Voilà. Donc la question, c'est il faut être capable de juger de la perfectibilité et puis être capable d'en tenir compte après dans la suite des traitements. Okay. Est-ce que là-dessus, vous avez des... Ouais. Oui. Je ne sais pas où est oui. Ouais, moi j'ai pas. Du coup, sur ces modèles de classification par réseau de neurones, on est sur des modèles. Alors, du coup, c'est deux questions. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques noms de méthodes qui se basent sur de méthodes de classification qui se basent sur des réseaux de neurones? Et l'autre. Je ne serai pas obligé de cliquer comme ça. Donc ça, c'était la première question. Si vous aviez vu des noms d'algorithmes ou de méthodes de classification qui se basent sur ces réseaux de neurones. L'autre question, c'est sur ces méthodes-là, est-ce qu'elles nécessitent à montrer en fait des datasets d'apprentissage, des gold standards, ou est-ce que c'est non supervisé? Alors, ouais, en fait, bon, alors, sur le premier point, des noms de méthodes, en fait, ce qu'on va retrouver, plus que des noms, alors vous pouvez trouver des noms de logiciels. Vous pouvez trouver des noms de logiciels qui font ce genre de choses. Essentiellement, vous allez retrouver des API ou des environnements Python. Donc, les plus célèbres, ce sont TensorFlow et PyTorch. Donc, un à l'origine développé par Google et l'autre développé à l'origine par Facebook. Donc là, ce sont plutôt des API Python qui vont vous permettre d'utiliser ça. Avec une qui est beaucoup plus simple qu'on utilisera demain dans l'atelier, qui est Keras, okay, qui est construite au-dessus de celle de Python. Donc ça, c'est en termes d'API. Après, vous allez retrouver des quantités de logiciels qui s'en servent au quotidien. C'est ce qu'on utilise quasiment tout le temps sur nos smartphones, lorsqu'on fait de la reconnaissance vocale, lorsqu'on fait de la recherche d'informations, lorsqu'on fait du traitement d'image, etc. Donc finalement, ces outils-là, ils sont un petit peu comme ça. Les noms d'algorithmes, ce ne sont pas tellement des noms d'algorithmes, vous allez pouvoir en trouver, oui. Par exemple, lorsque je parle d'espace de représentation sur les mots, vous avez un outil qui s'appelle Word2Vec, qui est un outil qui justement fait de la représentation, de l'apprentissage de représentation dans des espaces lexicaux. Bon, ça c'est un outil parmi d'autres, vous en avez d'autres, vous avez FastText qui a été développé par Facebook, vous avez un certain nombre de méthodes. Mais essentiellement, ce qui va différencier un réseau d'un autre, ça va être l'architecture du réseau. Et vous avez des réseaux qui vont être plus ou moins performants pour tenir compte de l'ordre des mots, par exemple des séquences, des réseaux qui vont être très efficaces pour faire de la traduction, de la réécriture. Vous avez des réseaux pour la génération automatique de texte, donc les réseaux régénératifs. Vous avez les réseaux convolutionnels qui étaient à l'origine appliqués essentiellement pour le traitement de l'image, mais qui sont appliqués également sur du texte. Voilà, donc ce sont plutôt des familles de réseaux, des architectures de réseaux, que des algorithmes que je pense qu'il faut mettre en avant. Mais là-dessus, on est dans la recherche encore active, très très active. Il y a beaucoup d'interrogations qui se posent encore. Est-ce qu'il y avait un autre volet? Je ne sais plus si j'ai oublié ou pas. Ah oui, est-ce que c'est supervisé ou non supervisé? Alors, c'est essentiellement supervisé lorsque vous voulez faire de la classification, mais il y a des parties. Alors, supervisé, ça veut dire que vous devez donner des exemples à la machine. Okay, donc, c'est supervisé par l'humain. Mais vous avez des parties qui, elles, ne sont pas supervisées. C'est ce qui a été utilisé lorsque je parlais de l'apprentissage de représentation tout à l'heure. Lorsque vous avez des textes, eh bien, lorsque la machine cache un mot et qu'elle doit deviner le mot qu'elle a caché, elle n'a pas besoin de supervision humaine. C'est le fait de disposer des textes qui lui permet de jouer toute seule. Elle cache le mot et puis le mot qu'elle doit deviner, elle a la réponse. Parce que lorsque vous donnez des exemples à la machine, c'est justement pour lui permettre de savoir ce qu'elle doit deviner. Or là, elle prend des données et puis elle cache et puis elle retrouve le mot. Donc, vous voyez, donc là, c'est une partie non supervisée. C'est ce qui est utilisé dans les systèmes de jeu, par exemple. Lorsque la machine joue contre elle-même, eh bien, elle va apprendre à se battre elle-même sans qu'il y ait un humain derrière qui lui donne des parties, un exemple, donc, qui est très efficace au Go ou au jeu d'échecs. La machine joue
contre elle-même. Voilà. Donc il y a tout un ensemble aussi de parties qui sont non supervisées, mais essentiellement quand même. Si vous mettez en place une chaîne de texte maintenant, oui, vous allez très certainement faire du supervisé, donner des exemples à la machine. Et là, la difficulté, c'est qu'avec les méthodes neuronales, il va falloir que vous donniez beaucoup plus d'exemples qu'avec des méthodes beaucoup plus simples, qu'avec les arbres de décision. Et plus votre modèle neuronal sera complexe, c'est-à-dire plus il aura des paramètres, plus il faudra qu'elle ait des données pour arriver à positionner ces différents paramètres. Un réseau plus complexe n'est pas nécessairement un meilleur réseau. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il ne faut pas nécessairement dire que le réseau, il faut qu'il soit le plus complexe possible. Voilà. OK. Voilà, alors pour tout ça, on a besoin de ressources, et les ressources, on va les trouver où? Alors, si vous allez chercher dans les labos, vous avez deux infrastructures. Une qui est une infrastructure européenne qui s'appelle Clarine, l'autre qui est un équipement en français qui s'appelle Ortholangue. Et sur l'un et l'autre, vous allez retrouver quantité d'outils et de ressources linguistiques qui vont vous permettre de faire du traitement de textes dans telle ou telle discipline. Vous avez beaucoup de modèles construits sur l'histoire, vous avez des lexiques, vous avez des ressources, etc. Donc ce sont deux entrées que je vous conseille fortement. Vous pouvez regarder également sur des ressources, là je parle plutôt de ressources linguistiques ou de ressources documentaires, sur l'association LRA. Donc là aussi, vous avez un catalogue intéressant de dictionnaires et de données qui vont pouvoir rentrer en compte. Vous avez des ressources collaboratives, c'est le cas de jeux de mots, par exemple, où là, vous avez des liens entre des mots qui sont proposés par des joueurs, des utilisateurs. Et ça construit une ressource collaborative tout à fait intéressante. Et puis vous avez quantité de ressources spécialisées dans des domaines. Là, j'en cite deux. Une sur le domaine de l'agronomie et puis l'autre sur dans les domaines médicaux au sens large du terme, qui vont vous permettre finalement d'appuyer vos traitements par des lexiques déjà construits. Donc ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Et si vous travaillez sur les articles scientifiques, il y a une ressource qui est naturellement aussi très intéressante, c'est les graphes de citation qu'on va retrouver dans Open Citation, mais également alors Microsoft vient d'abandonner ce qu'ils appelaient l'Open Academic Graph, mais qui devrait être repris par OpenAlex sous peu. Donc lorsque vous croisez en fait ces ensembles de données, vous avez à la fois des lexiques, vous avez à la fois des contenus, vous avez à la fois des graphes de citation, vous avez en fait les différentes briques pour arriver à mettre en place des outils. Alors, les services qu'on peut faire à partir de tout ça. Je ne vais pas présenter Cortex et Iramutek, il y a des ateliers sur les deux logiciels, mais là, petit à petit, je vais introduire d'abord les environnements publics, disons, académiques, et puis certains environnements industriels. Donc, ce qui va être intéressant avec ce type d'outils, c'est de faire à la fois de la visualisation, de la navigation dans des sources documentaires, faire de la classification. Avec Cortex, par exemple, vous pouvez déterminer des co-occurrences entre les mots, et naviguer dans ces réseaux de co-occurrence entre les mots, donc découvrir des termes, découvrir des sujets émergents, par exemple. Avec Iramutek, vous allez pouvoir faire de la classification en fonction des mots qui sont retrouvés, donc classification hiérarchique, nuage de mots, etc. Vous allez pouvoir faire de l'intégration de ressources également spécialisées, des terminologies, des ontologies, avec une plateforme comme celle développée à l'INRAE qui est Alvis. Qui va vous aider à faire de l'extraction d'informations, de la recherche d'informations orientées entités, faire ce genre de choses. Donc ça, ce sont les objets des ateliers qui ont lieu demain matin. Autre atelier, c'est Vatkar Gantex, qui lui va travailler plus sur l'aspect visualisation, parcours et navigation en termes de projection, et notamment avec un focus particulier sur les données représentées sous forme de graphes. Et puis vous avez donc Gargantes qui est développé par l'Institut des systèmes complexes. Et puis vous avez, alors je ne vais pas dire le mot équivalent, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un mais vous avez en tout cas une alternative mais je ne connais pas assez pour arriver à en discuter, mais qui est le VOS Viewer avec le clin d'œil vers le WOS évidemment, de l'Université de Leiden, qui permet également d'exploiter des corpus de documents scientifiques pour explorer les contenus, donc les mots-clés et les co-citations. Donc ça, c'est des choses que vous allez voir dans les ateliers, okay, les 4 qui sont là. Voilà, alors maintenant, il faut quand même se demander ce qui existe dans l'industrie. Alors, c'est assez paradoxal, on est clairement dans une période de transition. C'est-à-dire que dans l'industrie, là, j'ai mis des entreprises
qui en fait ne sont pas les premières. Oui, elles sont notables dans ce domaine-là, mais ce n'est pas les premières en termes d'usage, parce que les méthodes que j'ai évoquées là, elles sont dans absolument tous les services qu'on utilise au quotidien sur les documents. Okay, vous utilisez un réseau social, vous avez des systèmes de représentation comme ce que j'ai évoqué, n'importe lequel. Voilà, vous faites de la recherche d'images, détection de sourire, votre appareil photo qui déclenche que lorsqu'il y a un sourire, etc., qui évite les yeux fermés. C'est basé sur ces méthodes-là. On n'est pas sur des méthodes de propre texte, on est sur des méthodes d'apprentissage par représentation numérique. Donc en fait, il faudrait dire, quand on dit de nombreux acteurs industriels, eh bien, il faudrait mettre tous les grands acteurs du numérique que vous connaissez. Bon, mais malgré tout, alors, au-delà de cela, hein, vous avez des acteurs qui ciblent tout ce qui est la fouille de texte et la gestion documentaire en général. Vous avez par exemple Xerox, qui est peut-être le plus ancien dans le domaine. Hein. Xerox est souvent vu comme étant un fabricant de photocopieurs, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais vous en avez d'autres. Hein. Vous en avez notamment en France, et vous en avez un petit peu partout. Donc là, j'ai quelques exemples. Vous regarderez les listes. Alors pour autant, ces types de fonctionnalités de classification, de navigation, on les a relativement peu dans nos outils bureautiques au quotidien. Le seul exemple que j'ai trouvé vraiment probant, me semble-t-il, c'est un petit gestionnaire de documents. Je dis petit, il n'est pas nécessairement petit, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va déployer au niveau d'une entreprise, qui s'appelle DevonThink, qui vous permet donc c'est une base documentaire, une base de données documentaire, mais qui vous permet de calculer, d'afficher, lorsque vous sélectionnez un document, quels sont les documents qui sont similaires, hein, au sens des vecteurs, au sens de la similarité, et puis qui va vous permettre d'afficher des nuages de mots de vos documents et retrouver des mots qui également sont proches de ceux que vous avez ciblés. Voilà, donc ça c'est un outil que vous pouvez installer sur vos machines et qui est un outil vraiment d'utilisation personnelle, qui est un exemple de l'utilisation des méthodes de fouille de texte pour une utilisation personnelle. Mais relativement, il y en a très peu. Après, on va passer dans les outils plutôt classiques de la statistique. Mais là, vous allez retrouver des méthodes, je ne sais pas comment les qualifier, mais qui semblent un petit peu, alors au-delà de l'ergonomie qui est peut-être un petit peu ancienne, mais également qui sont très, très simples en termes d'analyse. Vous allez pouvoir faire un petit peu de la lexicométrie de base, mais vous n'allez pas réellement pouvoir faire de l'apprentissage avec ces méthodes, avec ce type d'outils. On sait qu'ils y travaillent, mais je ne pense pas que ce soit déployé. Alors pour autant, vous regardez des services comme des entreprises comme Keytext, où vous voyez vraiment le fait que les text analytics vont révolutionner beaucoup de domaines en mettant en avant, regardez, le fait qu'on peut faire de l'analyse d'opinion, analyse de sentiments, traitement multilingue, voilà, on peut faire ce type de choses. Si je suis ici, je suis sur, on parle de sciences augmentées, voilà, il y a plein de choses qui sont proposées. Hein. OpenText qui propose des solutions de discovery, alors essentiellement appliquées au domaine juridico-légal. Mais là, on voit apparaître les mots-clés que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, donc l'analyse de texte, algorithme d'apprentissage automatique flexible. Je ne sais pas exactement ce que veut dire flexible, mais on peut imaginer qu'il y a du réapprentissage en fonction des domaines, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, donc là, on voit apparaître dans certains domaines des solutions qui mettent en avant des produits. Bon, mais si ça correspond à vos domaines, ça mérite en tout cas que vous les regardiez, si l'usage vous intéresse, que ça mérite que vous les regardiez. Mais finalement, on n'a pas une offre pléthorique d'outils. Si on regarde du côté des gros industriels, IBM, par contre, propose des solutions à peu près tous les domaines qu'on peut imaginer via ce qu'ils appellent Watson. Alors Watson, ça désigne tout et n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais ça désigne tout chez IBM. Donc vous avez des services très très différents qui sont dans l'environnement Watson, hein, mais vous en avez beaucoup qui sont sur le traitement pour la fouille de texte. Donc par exemple, tout ce qui est extraction d'entités, extraction de mots-clés, de concepts, de relations, tout ce qui est sur la classification des sentiments, des émotions, classification thématique. Ils ont des outils qui font ça, ils ont des modèles qui font ça, et puis ils peuvent déployer ça sur vos systèmes d'information d'entreprise ou sur vos environnements. Au niveau donc l'émotion, ça c'est quelque chose d'un petit peu plus rare, ce qui est intéressant. Ils ont également des outils de fouille de texte, alors ça c'est intégré dans Cognos.
des outils de fouille de texte qui vous permettent par exemple de représenter des discours, de retrouver quels sont les mots qui sont utilisés dans telle ou telle phrase, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, de faire de la navigation dans les textes. Donc là, on peut dire qu'on a un ensemble de solutions qui sont effectivement intégrables, que vous pouvez acheter. On n'est pas dans du gratuit ici, mais on peut imaginer des solutions qui démarrent là-dessus. Vous avez dû voir passer pas mal de graphiques déjà, et c'est vrai que tout ça, ça pose des questions d'ergonomie qui sont très fortes. Vous avez aussi des tentatives et des entreprises qui travaillent sur la question de la représentation graphique. Ici, vous avez une interface au Google News, par exemple sur la droite, et puis là, vous avez des projections d'un espace documentaire, à la fois dans des bases de données géographiques et des bases de données d'entités, donc pour essayer de faire des croisements, de la visualisation un petit peu multivariée. C'est quelque chose d'assez ancien, mais qui est intéressant. Donc vous voyez, vous avez à la fois des grands acteurs, vous avez à la fois des expérimentations, vous avez à la fois des briques de base, mais tout ça, ça ne vous donne pas une solution clé en main. Donc mon point de vue, c'est plutôt qu'on a des environnements comme ceux que vous allez manipuler dans les ateliers, qui sont faits dans le milieu académique et qui sont tout à fait à la pointe des performances qu'on peut attendre de ce type de modèle. Ce qui nous manque dans le milieu académique, ce sont les données. Et donc c'est pour ça que malheureusement, très souvent, on apprend sur des données qui sont distribuées par Facebook ou par Google quand ils veulent bien distribuer, ou par Twitter. On apprend sur les réseaux sociaux. Et vous imaginez bien les biais que ça peut engendrer et les risques que ça peut engendrer derrière. Mais souvent, dans le milieu académique, on apprend, on utilise ce type de données parce qu'on n'a pas nos propres données. En disposant de corpus comme ce Distex, on va pouvoir enfin faire autre chose que ce qui est fait de manière classique. Donc c'est vraiment un point fort extrême, très important de Distex et un avantage de la communauté française par rapport aux autres pays, qui est de disposer de ce réservoir de données, de ce réservoir Distex, pour pouvoir apprendre peut-être des modèles. Je dis peut-être parce que naturellement ce n'est pas si facile que ça, ça ne se fait pas comme ça, mais pour apprendre des modèles qui seront intéressants. Parce que sinon, voilà, d'un côté on a des outils académiques qui sont très performants, mais on manque de données. Et de l'autre côté, eh bien, les grands ont tout, mais voilà, on ne peut pas avoir leurs outils. Et puis vous avez les petits acteurs industriels qui finalement ont la même difficulté que nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni les données et ni les moyens de travailler de manière collaborative pour arriver à des outils très performants. Donc on est un petit peu un carrefour. Voilà. Alors je vais terminer par la question des ressources et des API. Quels sont les logiciels en fait, qui sont utilisés pour tout ça? En fait, on va avoir des logiciels ou des briques que vous pouvez... Là, l'objectif de la dernière partie, c'est plutôt de vous donner envie d'assembler votre Lego vous-même ou d'expérimenter votre Lego vous-même en agissant sur chacune des briques. Alors, la première brique est la brique de recherche d'informations. Si vous avez un système donc, pour constituer votre corpus, alors vous pouvez utiliser naturellement les outils qui sont dans Distex, mais si vous travaillez sur votre base documentaire à vous, vous pouvez aussi travailler avec les outils qui sont les meilleurs du domaine, qui sont en fait basés sur Apache Lucene, et notamment le moteur Elasticsearch qui vous permet de faire de l'indexation, du requêtage, de la visualisation et de constituer vos propres corpus ou sous-corpus d'études. Je crois qu'Istex est basé là-dessus. Oui, là c'est bon, cette fois-ci je ne me trompe pas. Okay. Voilà, donc Istex a implémenté son propre Elasticsearch. Alors c'est facile à faire démarrer, mais ce n'est pas facile à configurer. Si vous voulez le configurer pour qu'il soit efficace, réellement efficace pour vos requêtes, ça nécessite une certaine expertise, mais bon, c'est jouable. Voilà, pardon. Oui, pardon. Et l'adresse est elastic.co. En fait, c'est un système qui fait de l'analyse de données sur des documents texte, mais qui est utilisé pour plein de choses très très différentes, notamment l'analyse de la fréquentation des sites web est utilisée avec Elasticsearch, parce qu'en fait, des fichiers log, des fichiers qui listent les actions des utilisateurs des sites web, écrivent des fichiers texte aussi, et donc on peut aussi les analyser. Et donc ça vous permet de faire à la fois de l'analyse de fréquentation de site web, de l'indexation, de la recherche d'informations. Voilà, de manière intéressante. Alors, sur la première étape, l'enrichissement, eh bien, vous avez Nouge. Donc, si vous voulez, maintenant, la première étape, c'est de dire, j'ai trouvé mes documents, je veux mettre en place dans mon Lego, je veux mettre en place les traitements. Eh bien, les premiers traitements, je vais, par exemple, utiliser Nouge. Et avec Nouge, vous allez définir vos grammaires, vos lexiques qui vont faire le premier tour d'annotation. Vous allez commencer à enrichir vos documents avec les annotations qui sont nécessaires.
Vous avez d'autres types d'enrichissements qui peuvent être intéressants, qui ne sont pas nécessairement inclus dans Nouge, dans les modèles dans Nouge. Vous avez par exemple tous les enrichissements linguistiques qui sont proposés par le module de Core NLP qui est proposé par l'Université de Stanford, qui marche très très bien pour le français, qui va permettre, par exemple, vous permettre de reconnaître les entités nommées, de distinguer les adjectifs des noms propres, distinguer les verbes, savoir si le verbe est au passé, si le verbe est au présent. Ça, c'est une information extrêmement intéressante. Vous avez un article qui relate un fait, s'il le relate au présent ou s'il le relate au passé proche, au passé lointain, c'est extrêmement important. C'est bon. Donc, il faut être capable de différencier ça. Okay. La souris a mangé le chat ou le chat a mangé la souris, ce sont deux phrases qui sont assez différentes. Vous avez des outils, bon, là, on a parlé de Grobit tout à l'heure, nous on en a développé un avec Open Edition qui est assez semblable pour arriver à faire de la notation de référence bibliographique. Ça, je tenais à le préciser parce que vous pouvez vous demander finalement, lorsqu'on met en place un système d'apprentissage automatique qui, donc là sur la référence bibliographique, va identifier les noms d'auteurs, les titres, les dates, vous pouvez vous dire, mais combien de données d'apprentissage est-ce qu'il me faut? C'est un petit peu la suite de la question de tout à l'heure. Eh bien, pour arriver à avoir un taux de reconnaissance à 92%, je crois, des noms d'auteurs, à 95% des titres et des années, il nous a fallu à peu près 700 ou 800 références bibliographiques dans chacune des langues. Donc, annoter à la main 700 ou 800 références bibliographiques, c'est pas rigolo, mais enfin, c'est pas du tout insurmontable. Hein, ça se fait en quelques heures. D'accord ? Voilà. C'est un peu plus difficile lorsqu'on veut identifier les dates. Bon, il y a différentes caractéristiques dans une référence bibliographique qui peuvent être un peu plus compliquées, mais pour les informations essentielles, ou même pour retrouver le papier d'origine, ça peut être suffisant. Voilà. Il y a tout un champ intéressant en termes de logiciels sur la notation manuelle collective des textes, justement pour qu'il n'y ait pas une seule personne, non seulement pour qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui travaille sur la notation, mais aussi pour qu'on puisse éventuellement comparer les annotations de différentes personnes. Et pour arriver par exemple à un consensus ou à sélectionner la notation majoritaire. Très régulièrement, il y a des écarts d'annotation chez les annotateurs. Et donc ça, c'est un outil qui vous sera présenté également dans l'atelier Alvis. Voilà. Alors tout ça, donc là on a fait la partie annotation, la partie enrichissement, et puis pour la notation, vous avez aussi naturellement des modèles qui font ça avec des approches numériques. Hein. C'est par exemple le cas de celui-ci que vous pouvez mettre en place en quelques lignes de Python. Je ne sais pas si j'ai les exemples là, mais je ne sais plus, qui marche très bien sur une très grande quantité de textes, notamment les langues asiatiques, sur l'arabe. Je ne me souviens plus bien, mais il y a beaucoup de textes qui sont proposés. Et en quelques lignes de Python, ça s'exécute très très bien dans les textes. Donc c'est vraiment à explorer et à essayer. Voilà. Et puis là, on avance un petit peu plus dans la programmation. Et donc là, c'est les deux environnements qu'on va manipuler, que je vais vous présenter dans l'atelier. Vous avez d'un côté Weka, qui est un système qui va vous permettre de mettre en place des classifieurs par apprentissage automatique. Je ne sais pas s'il faut dire uniquement en cliquant, mais c'est un peu l'idée. Hein. Vous avez des menus avec les méthodes de classification, vous allez les paramétrer dans l'interface graphique et puis vous allez les exécuter dans l'interface graphique. Voilà, ce n'est pas aussi trivial que ça, parce que pour que ça fonctionne, il faut avoir mis en forme les données. Et donc, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire une chaîne de traitement sans programmer, non. Et puis, eh bien, vous avez tout ce qui se fait, et si vous devez investir, c'est clairement là-dedans, tout ce qui se fait autour de, essentiellement, Python. Ça peut se faire un petit peu en Java, en C++, mais essentiellement, c'est Python. S'il y a un langage qu'il faut suivre, c'est celui-ci. Et c'est donc toutes les bibliothèques que vous avez autour de Python. Les principales sont listées ici. Alors, parmi les API que vous avez à votre disposition en Python, alors la plupart de celles que je montre là sont utilisables gratuitement, mais il peut y avoir certaines restrictions, et puis ça peut ne pas durer parce que le modèle économique de tout ça est à construire. Vous avez celle-ci qui a été, AllenNLP, qui a été créée par l'ancien numéro 2 de chez Microsoft. Vous avez des démos en ligne intéressantes à cette adresse-là. Donc chaque fois, ça vaut le coup de regarder. Alors vous avez des exemples de démos. Ici, vous avez par exemple un exemple de reconnaissance automatique d'entités nommées, personnes, lieux, entreprises, enfin organisation.
Bon, bien sûr, vous avez des exemples de phrases. Ce qui est intéressant, c'est que vous mettiez les vôtres et que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Mais ça vous donne une idée aussi du type de système vers lesquels on se dirige et comment ça peut éventuellement fonctionner. Ici, vous avez des systèmes de prédiction, de complétion de phrases. Et donc là, on voit bien qu'on va avoir des systèmes de génération automatique de texte ou génération automatique de dialogue. Les assistants vocaux, typiquement, peuvent utiliser ça. Et donc, vous donnez une phrase en entrée, il la complète. Et où vous avez celui-ci, alors celui-ci, non, c'est pas OpenAI. Donc celui-ci, AI 21, qui vous donne des exemples de tâches qui sont assez originales. Par exemple, déjargoniser un terme. Donc vous avez un terme en entrée, il vous en donne une version un petit peu compréhensible, plus compréhensible. Vous avez de la classification, ça c'est assez connu, du résumé automatique de critiques de restaurants. Voilà, vous avez un certain nombre de démos qui sont intéressantes à regarder. Et le modèle mathématique, neuronal, mathématique, avec lequel toutes ces applications sont construites est disponible. Donc là, vous avez un modèle de 178 milliards de paramètres. Hein. Ça ne se télécharge pas sur une clé USB. Ça s'utilise encore moins sur une clé USB, enfin sur un PC standard. Hein. Mais voilà, donc ça c'est disponible. Et puis vous avez la boîte qui avait été créée, l'entreprise qui avait été créée par Elon Musk à l'origine, mais avec laquelle il est un petit peu en froid, je ne peux pas vous dire les détails, mais dans laquelle Microsoft a pas mal investi ces derniers temps, qui est OpenAI, et qui lui aussi présente, alors vous voyez, le type d'applications qui sont proposées. Donc vous avez, je ne sais pas, Mood to Color, par exemple, Turn a text description into a color. Je ne sais pas si je ne l'ai pas essayé celui-là. Il y avait des choses tout à fait étonnantes. Alors vous avez la traduction automatique, correction grammaticale, ça c'est classique. Movie to emoji, donc un titre de film et puis vous mettez un emoji. Donc est-ce que le titre de film il fait peur ou est-ce qu'il, etc. Translate programming languages, donc la traduction appliquée des langages de programmation. Voilà, vous avez pas mal de choses qui sont comme ça. Alors vous allez dire, mais pourquoi il y a tout ça? Mais s'il y a tout ça, c'est parce que les modèles de base, en fait, ce sont les modèles qui sont les mêmes pour utiliser tout ça. C'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que ce sont les mêmes modèles, les mêmes architectures, les mêmes algorithmes, qui sont adaptés, mais qui sont globalement utilisés pour tout ça. Alors là, par contre, le modèle économique est différent, on n'est pas du tout dans du gratuit, ça vous montre un petit peu une idée des questions qui se posent dans l'industrie. Hein. Vous avez un modèle dans lequel vous payez en fonction du nombre de mots que vous traitez. Voilà, donc c'est bien sûr une fraction de dollars pour chaque mot, mais enfin bon, ça peut aller assez vite. Donc là, on voit clairement que dans ce qui se fait dans l'industrie, il y a beaucoup de gratuit. Pour combien de temps, on ne sait pas bien. Mais voilà, il y a des questions sur les modèles économiques qui se posent qui sont particulièrement fortes. Je reviens dans l'académique. Avec les deux environnements qui sont les plus utilisés, donc notamment un LTK. Vous avez ici quelque chose qui vous permet de faire de l'analyse grammaticale, qui vous permet de faire de la réduction de mots. Par exemple, les verbes conjugués, ce qu'on appelle la lématisation, sont identifiés, sont remis à la forme à l'infinitif, de manière à regrouper toutes les variantes des verbes, toutes les flexions. Reconnaître des entités nommées, calculer, voilà. Tout ça, ce sont des outils qui sont appelables en Python, et puis vous avez des sorties qui sont lisibles et que vous pouvez réintégrer dans vos propres outils. Voilà, et puis je crois que le dernier, je crois qu'il est Spacy, qui est un peu plus récent, mais qui a vraiment un grand succès. Donc ici, vous avez le code qui vous permet, en Python, de reconnaître les groupes nominaux et de faire de la lématisation de mots. Donc groupe nominaux, vous comprenez ce que c'est, lématisation, donc je répète, si vous avez un verbe conjugué, ça vous donne le verbe à l'infinitif. Vous avez un mot au pluriel, ça vous donne le mot au singulier. Donc qu'est-ce que vous avez? Regardons le code. Hein. C'est pour vous donner une idée aussi du fait que quand on va dire on va programmer un Python, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement écrire des pages de code. Vous avez ici, on charge la bibliothèque. Là, vous avez 5 lignes qui correspondent au texte que vous voulez analyser. Donc ça, évidemment, ce n'est pas de la programmation. Et puis vous avez ici le code source en fait réel. Voilà, le code, il est là, hein, parce que là, vous avez un print, donc on affiche les phrases, et puis voilà, vous avez votre texte, et puis le texte a été analysé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça vous produit comme sortie, ça vous produit la liste des groupes nominaux, ça vous produit comme sortie la liste des noms propres,
Voilà, ça se fait en quelques lignes de code. Donc utiliser des API de haut niveau Python pour faire de l'expérimentation logicielle, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez beaucoup développer. Hein, voilà. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau dans le domaine. Et ça, s'il y en a certains qui ont commencé à travailler sur ces questions-là il y a 10-15 ans, et je ne vous dis pas il y a 20 ans, tous ces trucs-là, il fallait repartir quasiment de zéro pour arriver à les obtenir. Hein. Donc c'est vraiment une grosse nouveauté. C'est la science ouverte, mais c'est la science ouverte qui a été vraiment accentuée par l'apprentissage profond. Enfin, par tout le mouvement autour de l'apprentissage profond. Voilà, bon, ça fait un petit peu tout ça. Ok, alors vous pouvez dire, oui, mais alors en R, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, vous pouvez faire pas mal de choses en R, et puis il y a des passerelles avec R, mais bon, c'est clairement pas l'environnement qu'il faut utiliser. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Vous avez compris qu'on est clairement sur un croisement entre recherche et puis ingénierie. Il est déjà 18 heures passées, donc je ne vais pas disserter sur l'impact que ça peut avoir au niveau sociétal. Voilà, il faut bien retenir que tout ça, ça peut fonctionner que si vous avez clairement identifié les corpus, vous avez des ressources à votre disposition, qu'elles sont bien mises en forme. Et tout ça, ça ne peut fonctionner que si vous avez des outils qui sont interopérables, des métadonnées qui sont compatibles, qui sont standardisées. Donc tout cet effort-là, il est absolument indispensable. Et je ne sais pas que je vais faire encore de la pub pour Istex, mais vraiment, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de projets comparables qui ont mené de front en fait, l'ensemble des besoins pour arriver à faire aller de concert en fait, une véritable expérimentation à grande échelle de fouilles de texte. Voilà. Et puis, si vous êtes vraiment curieux, vous pouvez jeter un œil à ce qui se fait, qui préfigure un petit peu les systèmes de demain. C'est tout ce qui se fait au niveau international, dans les ateliers et les compétitions, alors qu'ils sont ouvertes à tous, en fait, académiques et puis industriels. Il y a pas mal d'industriels qui y participent. Google, Microsoft, ça a dépendu des années, Apple, ça a dépendu des années, voilà, mais qui y participent aussi, et qui sont des tâches qui vous donnent un petit peu la tendance actuelle sur quoi travaillent les scientifiques. Vous avez par exemple vérification de claim, d'assertion, d'affirmation. Voilà, tout ce qui est recherche d'informations multimédia, la stylométrie, reconnaître les auteurs d'un texte, recherche d'arguments, hein, qui va être intéressant, etc. Donc vous avez comme ça là je vous mets les liens, vous pourrez regarder ça. Le principal intérêt de toutes ces compétitions-là, c'est que vous avez non seulement les données qui sont disponibles, qui permettent de faire ce type de tâches, mais vous avez également les descriptions des systèmes qui ont concouru à la tâche. C'est-à-dire que le participant doit décrire son système, et donc ça vous donne vraiment des idées intéressantes pour développer les vôtres, ou pour éventuellement établir des collaborations avec des acteurs industriels ou académiques. Voilà, ça c'était essentiellement sur les langues européennes et au niveau international. En France, il y a également le laboratoire LIMSI, enfin actuellement LISEN, qui notamment a créé une communauté d'évaluation autour des tâches du traitement automatique des langues, avec des tâches assez originales et sur le français, hein, donc, qui vont de l'indexation de documents scientifiques, justement, à des problématiques un petit peu d'analyse de sentiments assez intéressantes. C'était par exemple de savoir, sur des corpus qui viennent de la RATP, de savoir de quoi se plaignent les gens dans le métro le plus, et donc analyser les interviews de personnes, d'usagers de la RATP pour savoir quels étaient les problèmes principaux. Voilà, donc là il y a tout un champ exploratoire avec beaucoup d'outils à récupérer et d'idées à vous forger. Voilà, donc j'arrête là, je ne sais pas si... Voilà,